Et donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre réunion de présentation sur le master études sur le genre. Je suis Nolwenn Magan, je suis professeure en histoire et culture des États-Unis et c'est en effet moi qui porte la responsabilité du master 1 et du master 2 études sur le genre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les spécificités du master. Je vais vous présenter aussi le contenu du master et puis le troisième point, ce sera sur les modalités d'inscription. On fera des pauses après chaque point au cas où il y aurait des questions. Alors, ce master études sur le genre, il a été créé en 2017. Et c'est un master qui est co-accrédité avec 5 universités. Donc, c'est l'Université d'Angers qui le porte. Et d'ailleurs, lorsque vous allez faire vos candidatures, la candidature, c'est à l'Université d'Angers. Mais nos partenaires sont les universités de Rennes 2, les universités du Mans, de Nantes et de Brest, Université de Bretagne occidentale. Donc c'est un master qui recouvre 5 universités dans l'Ouest, avec donc des enseignants et des enseignantes qui viennent de ces différentes universités. Lorsque vous êtes inscrit dans le master, vous avez toujours une inscription secondaire dans une deuxième université. Donc, par exemple, si vous habitez Brest, vous pouvez choisir d'avoir votre inscription secondaire à Brest, ce qui vous permet assez facilement d'aller à la bibliothèque universitaire, par exemple. Donc voilà. Donc spécificité en tout cas géographique puisqu'on touche à plusieurs universités. Deuxième spécificité, c'est que c'est une formation entièrement à distance. Ce qui est un intérêt particulier si on se trouve bien, loin d'un centre universitaire ou si on a par exemple un travail à mi-temps ou à temps plein, on en parlera à côté. Donc la formation est entièrement à distance. Il y a comme jour de présence uniquement la rentrée. Ce sont 2 jours qui auront lieu mi-septembre au Mans. Donc ça, la présence est obligatoire puisque c'est vraiment là qu'on va vous présenter le master. C'est le moment aussi de prendre contact avec les autres masterisants et masterisantes. Euh, voilà, de prendre contact avec les directrices de mémoire. Donc c'est vraiment un moment essentiel de la vie du master. Il y a en janvier à l'Université d'Angers chaque année une journée optionnelle. C'est une journée pendant laquelle on fait les conseils de perfectionnement et on a toujours un ou deux invités d'honneur qui viennent faire des conférences. Donc ça, c'est une journée optionnelle. Si pour vous, il n'y a pas de possibilité, ça ne vous portera pas préjudice. Je passe tout de suite au master 2 discrimination pour celles et ceux qui seraient intéressés. Je vais bien sûr le détailler plus tard, mais pour le master 2 discrimination, il y a 2 moments de regroupement à Rennes. Donc là, j'en reparlerai à ce moment-là. Donc sinon, tout est à distance, les cours et les examens. Ça, c'est une question que l'on a souvent. Les examens ont aussi lieu à distance. Et donc, comme c'est un master, il y aura 2 travaux de recherche à remettre, un mémoire à remettre à la fin du M1 et un mémoire à la fin du M2. Le partage entre le M1 et le M2. Donc le M1, c'est un tronc commun, tout le monde a la même formation. Et en M2, vous pouvez choisir entre 2 parcours que je détaillerai tout à l'heure. L'un, c'est le parcours corps et biopolitique et le deuxième, c'est le parcours discrimination. Donc j'expliquerai un peu la différence dans un instant. Troisième spécificité de notre master, qui s'étend donc sur plusieurs universités, mais aussi sur plusieurs disciplines. Et donc ça, c'est la force aussi, c'est l'aspect pluridisciplinaire, donc principalement en histoire, en sociologie, en psychologie sociale, en géographie, en études cinématographiques. Voilà, mais on a souvent, en fait, dans chaque UE, dans chaque thématique, on peut avoir plusieurs intervenants et intervenantes. Donc, sur le même sujet, on va avoir une sociologue, un historien, quelqu'un en psycho qui vont intervenir. Donc, on est toujours sur une même question, un aspect pluridisciplinaire. L'origine des étudiants, l'origine principale des étudiants, donc pour candidater, il faut au minimum une L3. Les domaines principaux qui vous préparent à ce master, c'est d'avoir une L3 en sciences humaines et sociales, ou bien en arts, lettres et langues, ou bien en droit, économie, gestion. Après, c'est possible de candidater si vous venez d'autres univers. Par exemple, si vous êtes un professionnel travaillant dans le domaine du social, vous pouvez demander des équivalences.
Donc, c'est possible aussi. Moi, je vous indique les 3 domaines qui sont les domaines les plus courants. Mais dans tous les cas, si vous venez d'un autre domaine, vous nous contactez. On pourra aussi contacter la personne qui s'occupe de la formation continue. Et souvent, avec le jeu des équivalences, ça fonctionne. Les méthodologies qu'on va utiliser, ça va être les méthodologies des sciences humaines et sociales. Et si déjà vous envisagez un projet de thèse par la suite, la thèse, elle est disciplinaire. C'est-à-dire que si vous avez choisi par exemple un directorice en histoire, c'est parce que derrière, vous pensez faire une thèse en histoire. Donc c'est quelque chose aussi à avoir en tête quand vous choisissez votre directorice. Sur l'enseignement à distance, j'aimerais insister un peu là-dessus avant qu'on fasse notre première pause de questions parce que c'est quand même une modalité de travail un peu spécifique. Je veux bien que ce soit clair que c'est un enseignement à distance, mais c'est un master complet, c'est-à-dire 35 heures d'investissement par semaine entre les cours et la recherche personnelle. Donc, c'est autant de travail qu'un master en présentiel. L'intérêt du master à distance, c'est bien sûr donc l'accessibilité et puis la possibilité d'organiser son travail selon ses propres contraintes. Ce qui est bien sûr la raison pour laquelle, en général, on va choisir notre master. Alors, si vous travaillez à temps plein, attention, vous savez déjà que ça ne va pas être possible d'avoir un emploi à temps plein et un master qui va faire 35 heures par semaine parce qu'il faut aussi dormir et que des fois, on a aussi une vie privée en dehors de tout ça. Donc, nous, dans ce cas-là, ce qu'on conseille, c'est directement d'envisager de faire le master 1 en 2 ans. Donc, le master 1 en 2 ans, en général, la première année, on fait tous les cours disciplinaires. Et la deuxième année, tous les cours consacrés à la recherche et le mémoire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que vraiment, nous, dès le début de l'année, on va vous accompagner sur un projet. Et c'est plus facile si vous nous indiquez dès le début de l'année, ben voilà, moi, mon projet, c'est de faire en 2 ans, donc on peut vraiment travailler avec vous, plutôt qu'en catastrophe, en janvier, se dire, ah, au secours, finalement, je vais le faire en 2 ans parce que c'est trop dur. Alors, c'est possible hein, de le faire, mais c'est vrai qu'on aime bien que vous ayez déjà réfléchi, vous pouvez déjà le mettre dans votre lettre de motivation. Ça nous montre aussi que vous avez conscience du travail, de la quantité de travail et que vous avez déjà réfléchi à comment vous allez vous organiser. Donc ça, c'est des points plutôt positifs. Ne vous dites pas, oh là là, si je demande tout de suite dans ma lettre un M1 en 2 ans, ça va jouer en ma défaveur. Pas du tout. Pas du tout. On se dira, voilà une personne qui a réfléchi à son projet. Donc vraiment, c'est important d'y penser. Euh, alors, l'autre difficulté de l'enseignement à distance, en tout cas, c'est bien sûr la question de l'isolement. Donc, si vous êtes une personne qui a besoin d'une dynamique de groupe pour travailler, c'est vrai que ça va être plus difficile. Par contre, évidemment, vous n'êtes pas isolé dans le sens où déjà, aux journées de rentrée, on a pris contact avec les collègues qui vont créer un groupe sur les réseaux sociaux. Vous avez pris contact avec vos enseignants, vos enseignantes. Donc, il y a eu cette présence-là. Euh, et il y a donc toujours, chaque promotion a son groupe sur les réseaux sociaux pour communiquer. Les enseignants sont aussi extrêmement présents, extrêmement à votre écoute. Moi aussi, je réponds aux mails assez rapidement. Sur chaque page de cours, il y a des forums. Donc voilà, il y aura de la communication, de l'entraide par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Voilà, il faut aussi pour vous que ce soit un mode d'entraide qui vous convienne. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Sinon, comment se passent les cours? On a une plateforme numérique qui est dédiée, c'est sous le format Moodle. Et donc, chaque cours a sa page. Donc, les cours vont avoir différents types de formats. C'est souvent des diaporamas sonorisés ou des petites vidéos ou du texte. Et puis, il y a quelques classes virtuelles. Donc, c'est-à-dire que là, on a un calendrier, il y a une présence obligatoire, mais c'est une classe virtuelle, vous y assistez depuis chez vous. Donc ça, c'est pour des matières, notamment, vous allez passer à l'oral. Alors, s'il n'est pas possible pour vous d'assister aux classes virtuelles, vous pouvez demander une dispense d'assiduité. Ces classes virtuelles sont toujours enregistrées, donc vous pouvez y avoir accès. Voilà, on est bien conscient que
même si c'est à distance, parfois, vous ne pouvez pas toujours vous libérer au moment de la classe virtuelle. Donc, au début de chaque semestre, tous les cours du semestre sont ouverts. Comme ça, vous pouvez, si vous décidez de vous concentrer sur une première matière d'abord, vous y allez, vous avancez à votre rythme. Mais parallèlement à ça, on vous fournit au début du semestre un emploi du temps hebdomadaire pour vous permettre de vous organiser. Donc, il y a toujours notre grille d'emploi du temps qui vous permet de vérifier que vous êtes bien dans votre avancée, que vous ne prenez pas de retard, mais vous êtes complètement libre, évidemment, d'aller explorer les différents lieux dans l'ordre que vous voulez et à votre rythme. Euh, voilà, donc ça c'était la présentation générale sur notre spécificité, donc en termes de matière d'enseignement à distance et en matière d'université impliquée. Avant que je commence à détailler qu'est-ce qu'il y a exactement comme lieu, est-ce qu'on aurait déjà peut-être des premières questions sur ces spécificités? Oui, alors quelques petites questions déjà. Romuald demande, est-ce que les dates de la rentrée, des 2 jours de rentrée en septembre à Angers, ça sera pas à Angers, c'est au Mans, hein, si je vous ai bien écouté. Est-ce qu'ils sont déjà, est-ce qu'on connaît déjà les dates? Alors non, on ne connaît pas encore les dates, c'est pour ça que j'ai dit mi-septembre. L'année dernière, ça avait eu lieu le 19 et 20 septembre. Donc de toute manière, les dates seront évidemment connues là d'ici le printemps. Les collègues du Mans sont en train d'organiser. Donc dès que vous êtes accepté dans le master, vous avez les dates et donc vous pouvez vous organiser suffisamment à l'avance pour septembre. Il y a des questions. Est-ce que c'est Hugo qui nous demande, j'ai 2 diplômes de travailleur social, donc a priori un bac+3, est-ce que je peux postuler au master? Alors, euh, si c'est l'équivalent d'une... Pour nous, il faut que ce soit l'équivalent d'une licence 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le chat, je vais vous mettre le nom de la personne qui, justement, je vais vous mettre 2 noms de personnes qui vont être vos interlocutrices et qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Alors, la première personne, c'est Hélène Mallard, c'est notre responsable de scolarité. Donc, c'est elle qui va pouvoir vous accompagner pour les équivalences. Donc, par exemple, pour votre question spécifique, est-ce que mon diplôme me permet d'avoir une équivalence qui me permet de candidater? C'est elle qui va pouvoir le dire. Si vous êtes en situation où vous avez un emploi ou vous êtes en reprise d'études, la personne à contacter, ce sera Marie-Laure Bagnot, puisque son travail, c'est justement de vous accompagner dans votre projet pour déposer votre candidature et ensuite elle suit toutes les personnes qui sont en formation continue. Donc si vous avez le moindre doute à la fois sur votre capacité à candidater, est-ce que vous auriez le bon diplôme ou pas, la nécessité de demander une équivalence ou mettre en place votre projet de formation continue, ça c'est vraiment les 2 personnes qui vont pouvoir vous accompagner. Donc il y a plusieurs questions là justement qui sont liées à ces équivalences. Une licence 3 en sciences de l'éducation, ça fonctionne. C'est une L3, Donc c'est bon. donc c'est bon. Comment se passent les TD à distance? Alors ça dépend des enseignants. Donc soit il y a une classe virtuelle, et donc, dans ce cas-là, ça ressemble à un TD un peu classique, avec souvent un exposé oral et puis des échanges. Soit ça va être sous forme de travail supplémentaire, par exemple la lecture d'articles. Soit par exemple, moi, dans mon UE où on étudie des extraits de films, le TD, j'ai créé un document partagé et je demande aux personnes de venir déposer à leur rythme des analyses de films et moi, je les corrige et on peut réagir dessus. Donc vraiment, chaque enseignant va choisir la modalité qui est la meilleure. C'est pas tout. En général, c'est en asynchrone, donc sauf pour les classes virtuelles. Mais donc voilà, les TD, ça va plutôt être des exercices pratiques qu'on va vous donner à faire. Et en général, il y a des moments de partage, mais qui sont asynchrones, c'est-à-dire vous allez pouvoir réagir à des textes écrits ou des petites capsules audio qu'ont déposé les autres personnes. Est-ce qu'il y a des travaux de groupe? Non. Réponse simple et claire. Voilà. On nous demande aussi, est-ce qu'il est possible de faire le M2 en 2 ans?
Oui, notamment pour ceux qui travaillent à côté. tout à fait. Donc c'est possible d'étaler sur 2 années. Voilà, donc vous pouvez faire le M1, M2 en 4 ans. C'est même ce qu'on recommande hein, si vous avez un travail, une vie de famille. C'est pour ça que c'est bien d'y réfléchir dès le départ et de se dire, bon, je vais consacrer combien d'années? Ça peut paraître beaucoup, évidemment, on se dit, je m'engage pour 4 ans, mais pour nous, c'est un gage de réussite, puisque vous ne vous mettez pas le couteau sous la gorge, vous vous mettez en situation de réussite. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte plutôt que de se précipiter, se dire, OK, j'ai 4 ans devant moi et nous, on vous accompagne pendant 4 ans et au bout de 4 ans, vous avez votre diplôme. Donc oui. Est-ce que vous avez un tableau qui représenterait un peu justement la masse de travail que ça représente, la quantité de travail, le volume horaire? Le volume horaire, c'est 35 heures. Voilà. 35 heures semaine. 35 heures semaine. Donc Qu'on la organise comme on veut. moitié, voilà. Donc la moitié, bon, on va dire une quinzaine d'heures, ce sont les cours. Et puis le reste du temps, c'est du travail personnel. Euh, Nous, on peut vous donner une enveloppe globale, mais après, par exemple, vous allez écouter un cours qui est enregistré. Ça dépend, est-ce que vous allez prendre des notes en laissant défiler la vidéo? Est-ce que vous allez arrêter la vidéo régulièrement pour prendre des notes et la rejouer? Est-ce que vous allez relire plusieurs fois votre cours, vous faire des fiches? Là, après, ça dépend vraiment de votre façon de travailler. Mais nous, on vous dit, c'est 35 heures, c'est temps plein. Ça fonctionne. Il y a encore le fait de faire le master en 4 ans a-t-il des répercussions sur les coûts de formation? Eh bien, bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Donc, Ben, moi, je moi, vous... je dirais que oui, parce Ah que oui, vous allez payer 4 ans d'inscription. donc voilà, Voilà. merci. Et il vous faudra 4 inscriptions pour pouvoir bénéficier en fait des services universitaires, donc 4 fois 200 et quelques euros. Et je vous mets aussi... Donc, merci Cédric. Et je vous mets aussi dans le chat un autre... Ah bah du coup, je vois que je ne vous avais pas envoyé les autres adresses mail. Je vous mets aussi l'adresse de notre secrétariat spécifique dédié au M1 genre, avec ma collègue Irène Deschaux, qui est douée sur ces questions-là et qui pourra vous répondre parfaitement. Là, le coût de l'inscription, je me permets, j'étais sur le chat et je le vois, le coût de l'inscription est dans la brochure que vous avez dû recevoir. Alors, si vous voulez, je la ressors et je vous le redis. Euh, hop. Je vous mets le lien, si vous voulez, dans le chat. Ouais, Et sur merci. la droite, vous, vous avez un volet Voilà. téléchargement qui vous Euh, permet d'avoir la plaquette en entier. Voilà, donc je peux vous les dire, en tout cas, je les ai sous les yeux pour les coûts de formation. Si vous êtes en formation initiale, étudiant non boursière, 476,10. Étudiante boursière, 5,10 €. Et si vous êtes en formation continue, cela dépend de votre situation. Donc, étudiant en demande d'emploi, sans emploi, sans financement de formation, on est en gros à 450 euros. Si vous êtes en demande d'emploi financé ou salarié non financé, on est à 1 850. Et si vous êtes salarié financé, là, on est à 5 000. Je vous le fais à la louche. Donc, c'est pour ça que là, c'est très important de contacter Marie-Laure Bagnot, dont je vous ai mis l'adresse, puisqu'elle pourra vraiment vérifier quelle est votre situation administrative et du coup, par rapport aux frais d'inscription, qu'est-ce qui vous correspond. Eh bien, je pense qu'on peut recommencer, puis je reprendrai des questions un peu plus tard. Alors, je vais maintenant vous détailler les contenus de la formation et là, je vais vous parler du Master 1. Donc, le Master 1, c'est 362 heures de cours, un mémoire de recherche et un stage de 70 heures minimum. Donc, on est organisé avec deux types d'UE.
La majorité des UE d'enseignement, donc des unités d'enseignement, vont être disciplinaires, c'est-à-dire qu'on va avoir du contenu théorique autour d'une thématique. Donc, par exemple, féminisme et citoyenneté, masculinité, virilité, corps, parure, parade. Voilà, on a une thématique et à chaque fois, on a plusieurs enseignants et enseignantes de différentes disciplines qui viennent intervenir. Et puis, on a les UE d'accompagnement à la recherche. Donc là, on a deux UE, une sur l'actualité de la recherche et une sur la méthodologie de la recherche. Et donc là, notamment, il y a des notes qui vont être données par votre directrice de recherche. Nous avons également une UE qui est dédiée au stage. Donc c'est un stage de 2 à 4 semaines qui peut être un stage perlé. Et donc l'idée, c'est bien sûr de faire un stage dans un métier en lien avec l'égalité. Et il y aura un rapport de stage à fournir. Je voulais signaler aussi que nous avons deux UE en anglais. Une UE sur les textes théoriques du féminisme et une UE sur l'étude du genre dans les séries télévisées. Donc là, on attend à peu près un niveau B2 en anglais. Voilà pour le M1. Pour le M2, comme je l'ai expliqué, il y a deux parcours. Alors, nous avons le parcours corps et biopolitique qui va être une poursuite du M1 avec un accent mis donc sur l'aspect, les théories. Et là, c'est plutôt un parcours qui vous amènera ensuite vers la thèse. Donc, la coloration générale de ce parcours, ça va être d'aller vers les métiers de la recherche et l'exploration des différentes théories. Donc là aussi, nous avons des UE d'enseignement. Donc, par exemple, on a le discours scientifique sur sexe, sexualité, âge. On a une UE sur violence et genre. On a une UE sur les discriminations sexistes et LGBT-phobes. On a aussi une UE sur la représentation du genre dans les films. Donc voilà, toujours deux UE en anglais, texte théorique et l'UE cinéma. Et puis, on a toutes les UE qui sont spécialisées vers la recherche. Là, il y a un séminaire en classe virtuelle où les étudiants et les étudiantes présentent leurs recherches. Donc, on a deux UE à ce sujet-là. Et puis également un atelier d'insertion professionnelle, donc là où on est plus autour de la réflexion justement de après le M2, comment je vais m'insérer dans le milieu professionnel. Dans le master de cours et biopolitique, il n'y a pas de stage et on attend un mémoire de recherche très étoffé. J'en profite pour indiquer, j'ai déjà eu plusieurs mails me demandant si on pouvait accéder directement au M2 suivant son parcours antérieur. Alors déjà, il faut vérifier qu'on a des équivalences M1, voilà. Et puis, nous, on a tendance à dire que vous pouvez candidater en M2 si vous témoignez d'une expérience en lien avec le genre. Ça peut être une expérience professionnelle, donc même si vous n'avez pas fait des études spécifiquement en lien avec le genre, si vous avez eu l'opportunité d'avoir des expériences professionnelles directement liées aux questions qui sont étudiées dans notre master, on peut vous encourager dans ce cas-là à candidater au Master 2. Dans tous les cas, ce que je vous encourage à faire, c'est à candidater parallèlement en Master 1 et Master 2. C'est-à-dire que si nous, on estime que sur les questions du genre, c'est un peu fragile pour aller en Master 2, on va pas pouvoir vous proposer d'aller en Master 1, sauf si vous avez effectivement candidaté. Donc, si vous voulez tenter le Master 2, vous le tentez, mais si vraiment vous avez envie de suivre ce Master, tentez aussi le Master 1, faites une double candidature, comme ça vous serez tranquille. Le deuxième parcours spécifique en Master 2, c'est le parcours discrimination. Donc là, on est sur 270 heures de cours, un mémoire professionnel et un stage de 350 heures minimum. Donc vous voyez, là, c'est vraiment un parcours où toutes les théories apprises en cours vont être mises en pratique à l'occasion du stage. Donc il y a moins d'heures de cours théoriques. Nous avons donc ces deux regroupements, ces deux moments de présence obligatoires. C'est 2-3 journées en novembre et 2-3 journées en février et c'est à Rennes. Et à nouveau, les dates sont connues avant l'été, hein. Je ne les ai pas là, mais elles seront connues avant l'été. Ces regroupements sont très importants parce que ma collègue Fanny Bugnon organise des rencontres avec les professionnels des métiers de l'égalité.
Donc, là, la présence, elle est obligatoire. J'insiste là-dessus. Si vous envisagez le parcours discrimination, il y aura ces 3 jours en novembre et ces 3 jours en février qui seront obligatoires. Dans ce parcours également, il faut envisager un stage long, donc de 450 heures. C'est un stage d'à peu près 3 mois rémunéré. Donc là aussi, dans votre lettre de motivation, si vous candidatez dans le master directement, il faut en tout cas avoir une bonne piste pour avoir trouvé ce stage. Du coup, là, le mémoire, ce sera un mémoire professionnel, c'est-à-dire que vous allez bien, relier votre pratique sur le terrain et les apports théoriques du master, et vous allez analyser votre pratique professionnelle. Donc, ce n'est pas un rapport de stage, c'est vraiment une réflexion autour de votre pratique professionnelle nourrie par les apports théoriques du master. Donc là aussi, si vous souhaitez continuer en thèse, c'est tout à fait possible, mais en général, les personnes qui choisissent ce parcours vont ensuite plutôt chercher une intégration dans le monde du travail, donc notamment sur des postes de chargé de mission égalité, qui est le débouché dans lequel on retrouve assez souvent nos étudiants et nos étudiantes. Donc avant de passer à la partie candidature, est-ce qu'il y a des questions sur le contenu lui-même du master? Alors oui, il y a quelques questions, et notamment concernant les stages. Mhm. Ce sont des temps pleins? Est-ce qu'il y a des périodes obligatoires? Alors, il n'y a pas de période, ce sont des temps pleins, c'est-à-dire que vous avez un nombre d'heures à effectuer. Comme je l'ai dit, ça peut être un stage perlé, hein, donc ça peut être un jour par semaine pendant un certain temps. Ça peut être éventuellement, notamment en master discrimination, on peut envisager sur 2 structures si vous ne trouvez pas une structure qui vous prend 3 mois. Et vous réalisez ce stage au moment de l'année qui vous convient. Puisque nous sommes entièrement à distance, nous n'avons pas de semaine spécifique pour le stage. Et est-ce que vous auriez des exemples de lieux qui ont été retenus par des anciens étudiants pour des stages? Alors, en général, nos étudiants vont aller travailler dans les associations ou dans les structures publiques ou semi-publiques. Donc, ça va être aussi, par exemple, au planning familial. C'est un stage tout à fait typique. Ou alors, ça va être, ils vont travailler dans des missions égalité. Voilà, c'est vraiment très divers en fait, hein. Toute association ou tout organisme public ou semi-public qui est lié aux questions de genre, aux questions de discrimination. Donc, comme je l'ai dit, le planning familial, tout ce qui va être aussi sur la prévention des violences faites aux femmes. Donc, voilà, c'est vraiment les lieux, la protection de l'enfance aussi, s'il y a une dimension genre. Donc, c'est vraiment les lieux où on va chercher les stages. Mais est-ce que le stage, nous demande Sonia, peut se dérouler dans une association LGBT+? Tout à fait. Ok. Tout à fait, Et ça fait vraiment partie, enfin voilà, quand on parle égalité, c'est aussi un des domaines voilà, qui peut être lié aussi, vu qu'on a une UE aussi sur les discriminations LGBT-phobes. Donc là, on voit très bien le lien qui peut se faire. Et si on a très envie de faire un stage de M2 dans une structure, mais qu'on postule pour un M1, est-ce que c'est pertinent de l'indiquer dans la candidature en disant cette année, je ne sais pas où je vais faire mon stage, mais en M2, j'aimerais vraiment aller travailler là-bas. Oui, vous pouvez tout à fait inclure votre projet, votre lettre de candidature peut tout à fait inclure comment vous vous projetez en M1 et en M2. Après, voilà, la question ce sera, est-ce qu'il n'y a pas possibilité dans cette structure de faire un stage court en M1 pour déjà la découvrir? Pourquoi attendre le M2? Donc, à voir aussi, ça c'est une réflexion. Alors, nous avons Delphine Sangu, qui est notre collègue qui gère les UE spécifiquement liés au stage. C'est elle qui s'occupe du suivi des stages, des validations des conventions. Et donc, vous avez cette interlocutrice spécialement dédiée. Voilà, dès que votre candidature est acceptée, vous pouvez la contacter et elle va vous accompagner tout au long de l'année pour trouver votre stage. Elle va vous aider et puis pour le suivi du stage. Donc voilà, vous n'êtes pas laissé non plus dans la nature. Il y a deux questions concernant le niveau en anglais. Est-ce qu'on a besoin de justifier d'un diplôme? Alors non, vous n'avez pas besoin de justifier d'un diplôme. Nous, en général, on va regarder vos notes d'anglais juste pour être sûr que voilà, ça va à peu près.
Euh, on disait, voilà, c'est un niveau B2, donc les yeux qui sont sur l'étude du cinéma et de la télévision, euh, c'est du vocabulaire un petit peu plus courant, donc c'est des yeux qui sont plus abordables. Euh, et puis les yeux qui sont peut-être un peu plus difficiles, c'est sur les textes théoriques, mais c'est des textes qui sont à l'écrit, donc là on est plutôt sur une compréhension écrite. Et puis, comme ça, vous pouvez à votre rythme aussi les lire tranquillement. Et c'est une UE qui est en classe virtuelle, ça veut dire qu'il y a des exposés. Donc, ce qui vous permet aussi, si vous n'avez pas complètement compris les textes, eh bien, par les exposés, de vous remettre dans les textes pour les comprendre. Et puis, je ne Mm. devrais peut-être pas le dire, mais la plupart de ces textes existent aussi en version française. Donc, si vraiment il y en a un qui est trop difficile, on peut aussi le lire en parallèle pour s'aider. D'accord. Et il y a besoin de produire un certificat? Non. Non. D'accord. Donc au moins, c'est réglé puisqu'on nous demandait s'il fallait que ce certificat porte sur l'oral ou sur l'écrit. Eh bien, il n'y a pas besoin de certificat. Non, non, et vraiment, c'est très rare qu'il y ait de difficultés avec ces yeux-là, mais pour nous, c'est vraiment important aussi parce qu'on sait que la recherche en études de genre, c'est aussi une recherche qui se fait beaucoup dans le monde anglophone. Et donc, pour nous, ça nous semblait vraiment logique d'avoir aussi cet entraînement à l'utilisation de concepts sur le genre en anglais, puisque pour vos mémoires de master, vous allez très certainement avoir à lire un ou deux articles en anglais, notamment pour avoir des concepts clés qui n'auraient pas, si les articles n'ont pas été traduits en français. Donc, c'est un point vraiment, un choix qui a été fait de mettre ses yeux en anglais dans la maquette. D'accord. Et si je vous suis bien, il y a des lectures en anglais. Mhm. Est-ce qu'il y a des écrits à produire en anglais? Est-ce qu'il y a des oraux en anglais? Alors, tout à fait. Alors, dans le cours, donc texte théorique, il y a des oraux en anglais, voilà, où vous n'êtes pas noté sur la correction de la langue, mais vous êtes noté sur votre compréhension des textes. Donc c'est vraiment un cours, un contenu, hein, c'est pas un cours de langue. De la même façon, sur l'UE Cinéma, qui est celle où j'interviens, nous vous encourageons à écrire. Donc moi, dans mon TD, j'encourage à écrire des commentaires de films en anglais. Il y a le droit de les écrire en français si on n'est pas à l'aise, mais j'encourage à les écrire en anglais. Moi, je vais corriger un petit peu les fautes de ci, de là, mais c'est de l'entraînement. Et le devoir est à rendre en anglais, soit à l'écrit, soit en faisant une petite capsule audio. Mais pour nous, ce qui est important, c'est pas d'être des cadors en anglais, c'est qu'on vous ait bien compris, que vous ayez réussi à faire passer vos idées. Et c'est ça qui nous importe. Et donc, voilà, on vous encourage à répondre en anglais justement pour pratiquer. Mais c'est pas un cours de langue et on va pas, si vous oubliez un S à la troisième personne, on va pas vous enlever 10 points. Est-ce que vous pouvez revenir sur la différence entre les mémoires de recherche en M1 et M2? Oui, tout à fait. Alors, déjà, ils n'ont pas la même longueur. En M1, on va être sur un mémoire qui fait à peu près 80-100 pages. En M2, on va être sur un mémoire qui va être aller plutôt vers du 150. Euh, la différence, c'est qu'en M1, on va travailler plutôt, on va attendre de vous que vous prouviez que vous avez acquis les méthodologies. Donc, c'est vraiment une année de découverte des méthodologies, suivant la discipline, notamment phare hein, que vous aurez choisi, peut-être de la sociologie, de l'histoire, des cultural studies. Voilà. Donc, c'est vraiment, on apprend cette méthodologie, on découvre ce que c'est qu'un mémoire de recherche, c'est un peu le galop d'essai. On teste, c'est une année de transformation aussi, hein, si vous n'avez pas déjà vécu cette année de master dans d'autres disciplines, c'est vraiment une année transformative parce voilà, on commence l'année, on est étudiant et on termine l'année, on est déjà chercheur. Voilà, ça fait beaucoup de transformation. Donc ça, c'est vraiment la découverte. Mémoire de M2, on attend du coup déjà que les méthodologies soient bien maîtrisées. Et là, on arrive sur un produit vraiment abouti avec une analyse fine, un niveau de langue élevé qui pourrait presque être publié et puis qui peut aussi vous ouvrir la porte vers le doctorat.
Donc voilà, le M1, c'est vraiment j'apprends, je découvre galop d'essai, et le M2, je suis presque déjà en train de me professionnaliser avec un produit qui est presque déjà du côté du livre, en fait. Merci. Deux questions encore sur le fond. Est-ce qu'il y a un courant féministe enseigné plus prégnant dans ce master? Non, on est vraiment du fait qu'on a en fait 80 intervenants et intervenantes et qu'au sein d'une même UE, on va avoir peut-être parfois une dizaine de personnes qui vont intervenir. On a vraiment, c'est vraiment une approche qui n'est pas spécifiquement dans une école. Euh, voilà, d'autant plus que les personnes viennent de différentes disciplines. Donc moi, je suis vraiment, par exemple, en cultural studies, gender studies, voilà, très, très imprégnée de ces aspects-là. Mais mes collègues qui vont être historiennes, elles vont venir d'ailleurs, histoire du féminisme plutôt à la française, par exemple. Les collègues qui vont intervenir sur les questions LGBT, eh ben, c'est des personnes qui ont aussi une autre coloration à leurs approches. Donc vraiment, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, Si on a justement ces cours sur les textes théoriques, c'est pour vous donner l'ensemble de la discussion, voilà, non seulement autour des questions du féminisme, mais on travaille aussi sur la masculinité, on travaille aussi sur les questions LGBT, donc on est vraiment un master d'études de genre, on n'est pas un master féminisme. Donc c'est vraiment la galaxie, elle est beaucoup, beaucoup plus vaste. Ouais, et la liste des intervenants et intervenantes se retrouve dans la plaquette de présentation Exactement. du master. Vous avez Ouais. toute la liste de cette année. Qui sont Euh, aussi les directrices potentielles à contacter, que je vous encourage à contacter en amont de la candidature pour déjà commencer à concrétiser votre projet de recherche. Mais ça, on va en parler dans une seconde dans la partie candidature. on avait une autre question sur le fond des enseignements. Est-ce qu'il y a une approche anthropologique et des liens faits avec la systémie? Et nous n'avons pas de collègues anthropologues spécifiquement, donc je ne pense pas. Voilà. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être aussi votre approche pour le sujet de votre mémoire. Et dans ce cas-là, on trouve le directrice qui est le plus proche de ce que vous étudiez. Et puis, vous pouvez poursuivre sur vos recherches en anthropologie. Je vais voir passer la parole parce qu'il y a des questions mais, qui portent sur la candidature et donc je pense que vous allez y revenir. Eh ben, c'est le point suivant, justement. Alors, pour candidater, eh bien déjà, il faut faire voilà, une lettre de motivation solide. Je rappelle les dates. Pour les étudiants français et communautaires, vous candidatez sur mon master, c'est entre le 25 février et le 24 mars. Voilà, donc retenez bien le 24 mars. Et si vous êtes étudiant extra-communautaire avec des diplômes étrangers, pensez que parallèlement à votre candidature, il faut candidater avec la procédure pardon, Campus France sur le FUA de l'Université d'Angers. Et ça, les dates, c'est jusqu'au 14 mars. Si vous êtes étudiant Campus France, vous contactez Hélène Mallard, notre chef de scolarité, qui peut vous accompagner si vous rencontrez une difficulté. Donc en général, on a 200 à 300 candidatures pour le Master 1 et on a 40 places. Donc c'est vrai que la qualité et la lisibilité de votre dossier est très importante. Donc je rappelle les différentes pièces, hein, même si vous les avez certainement vues dans la brochure. Donc le CV dans lequel doit bien apparaître votre intérêt pour les études de genre, donc toute expérience en rapport avec le genre, l'égalité, doit vraiment être mis en valeur dans votre CV. Toutes les compétences aussi méthodologiques dans le domaine des sciences humaines et sociales, vous mettez ça en valeur dans votre CV. Si vous avez d'autres diplômes qui n'ont rien à voir, mais ça nous intéresse quand même de savoir hein, que vous le mettiez dans le CV, ça peut nous donner des informations, notamment sur votre expérience universitaire ou professionnelle. Donc voilà,
Il y a les choses à mettre en valeur et le reste doit quand même être présent. Voilà, si vous avez des expériences professionnelles ou bénévoles dans des associations, par exemple, liées aux questions de genre, vous le mettez aussi. Nous attendons donc tous vos relevés de notes, le bac, la L1, la L2 et le début de la L3, ce qui nous permet notamment d'évaluer votre niveau d'anglais. On va regarder vos notes d'anglais. Et puis, la lettre de motivation, c'est vraiment la pièce clé. Alors, dans l'aide de motivation, vous nous mettez votre projet personnel ou professionnel. Souvent, c'est un projet professionnel. C'est là que vous pouvez dire, je me projette à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je fais ce master parce que je suis en train de me réorienter ou je veux rajouter une coloration à mon poste actuel. Voilà, vous nous expliquez tout ça. Nous voulons aussi savoir comment vous allez organiser votre temps, parce que nous voulons vous mettre en situation de réussite. Et donc pour ça, il faut que dès le départ, les conditions de réussite soient là. C'est pour ça que je vous parlais de ce master en 2 ans. Euh, voilà, et puis, c'est tout. Donc là, vous avez 400 à 800 mots, je regarde mon document. Et puis, le projet de recherche. Alors là, je voulais vous redonner quelques éléments qu'on veut voir dans votre projet de recherche. Je me les suis notés pour ne rien oublier. Donc, il nous faut un intitulé précis. C'est quoi voilà, de quoi vous allez parler. Présenter le sujet, de quoi il s'agit. Et puis, déjà le problématiser. Donc, c'est-à-dire, voilà les questions que j'ai envie de poser. Vous pouvez poser des hypothèses. Je pars de cette hypothèse-là et je vais l'étudier. Puis ensuite, quelle est la méthodologie que vous allez étudier? Donc là, ça viendra probablement des études que vous avez faites ou de vos envies. Est-ce que je vais plutôt aller faire des entretiens sur le terrain? Quel type d'entretien? Est-ce que je vais plutôt aller étudier des textes théoriques? Est-ce que je vais plutôt aller dans des archives? Donc, même si tout n'est pas très clair pour vous, vous devez déjà savoir quelle est votre envie de méthodologie. Une bibliographie entre 5 et 10 autoristes qui vous inspirent. Ça nous permet aussi de voir quelle est l'orientation que vous avez envie de donner, qui sont vos inspirations. La bibliographie ne compte pas dans le nombre de mots. Là, on est à 800 mots. La bibliographie ne compte pas dans les 800 mots. D'accord? Donc, vous faites votre descriptif de projet qui dure 800 mots. Et en plus, vous mettez la bibliographie et vous nous indiquez qui vous avez sollicité pour être votre directrice et si cette personne a répondu oui ou non. Même si la personne répond non, pour nous, c'est intéressant de savoir que vous l'avez sollicité. Donc, vous avez commencé la démarche. Donc ici, on a vraiment envie de voir, bon, bah, d'abord, vous avez envie de travailler sur des questions liées aux études de genre, première chose. On a envie aussi que vous nous présentiez un projet faisable. C'est-à-dire que votre projet de M1, il se fait en 1 an. Donc, vous avez peut-être envie de travailler sur la question des violences conjugales en Australie. Si vous n'avez pas moyen d'aller en Australie, ça va être un peu compliqué. Donc, vous avez envie de travailler sur tel autorisme, mais il n'y a pas d'archives encore parce que les archives seront ouvertes dans 2 ans. Bon, bah, ce n'est pas la peine. Donc, il faut que ce soit réalisable. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, la recherche, c'est souvent ça. On démarre d'une envie et après, on regarde, OK, je voudrais répondre à ces questions. Qu'est-ce que j'ai comme matériau pour y répondre? Ah bah j'ai pas ce matériau-là, mais j'ai celui-là. Alors je vais changer un petit peu ma question parce que j'ai accès à telles archives. Donc nous, on veut voir que vous avez déjà commencé à réfléchir à ça et à ce qui serait faisable. Donc si vous avez identifié des archives, des sources de presse, si vous voulez faire des entretiens, ce serait avec qui? Si vous voulez faire l'observation participante, ce serait où? Ce serait combien de temps? Est-ce que c'est faisable? C'est presque, voilà, il faut que la faisabilité, elle rentre aussi dans votre descriptif. Donc tout ça, c'est dans votre lettre de motivation, tout ça en 800 mots. Donc je vous encourage à contacter dès maintenant des directrices potentielles. Donc ça, voilà, c'est à la fin de la brochure. Vous avez toute la liste des personnes, vous avez leur spécialité, leur discipline. Et donc voilà, allez-y, c'est le moment de les contacter.
Et puis nous, vraiment, quand on regarde les candidatures, alors ça c'est une question qu'on a souvent, donc du coup j'y réponds tout de suite en amont. On regarde vos résultats scolaires, c'est sûr, mais on regarde aussi tout ce qui va être vos expériences, à la fois professionnelles ou des stages que vous auriez faits ou du bénévolat. Et puis on regarde un peu tout votre espèce de plan de faisabilité, à la fois de votre mémoire, mais aussi de comment vous envisagez le master. Est-ce qu'on voit que vous allez tenir le coup, que vous allez jusqu'au bout de ce master, que ce projet-là, il va être possible? Parce que nous, l'objectif, c'est que vous ayez le master. Donc voilà, est-ce que ce projet semble possible, que vous avez tout bien organisé, que vous avez bien réfléchi, que c'est clair dans votre tête et que vous avez la possibilité de le faire? Ok, c'est ça qu'on va regarder. Donc ça, c'est pour le master 1. Si vous candidatez directement au master 2, donc j'ai dit dans tous les cas, je vous encourage à candidater au master 1, mais si vous souhaitez candidater au master 2, dans ce cas-là, il faut choisir votre parcours, donc corps et biopolitique ou discrimination, et vous allez sur la plateforme e-candidat de l'Université d'Angers, qui sera ouverte entre le 1er et le 25 avril. Et là, le contenu est le même, hein, donc le CV, les attestations d'expérience, les relevés de notes jusqu'au master. Il faudra rajouter une présentation de votre recherche menée en master, la lettre de motivation et le projet de recherche de master 2. Si vous voulez candidater en parcours discrimination, c'est sur la plateforme e-candidat de l'Université d'Angers entre le 1er et le 25 avril. Et cette fois-ci, nous avons le CV, les attestations d'expérience, les relevés de notes, présentation du projet de recherche en Master 1, la lettre de motivation, et là, le projet de mémoire professionnel et le projet de stage. Donc, si vous candidatez en M2, il faut déjà que votre projet de stage, non pas soit validé, hein, on sait que c'est un peu trop tôt, mais en tout cas que vous ayez une bonne piste d'un projet de stage que vous voudriez faire. Et là, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour les candidatures. Donc là, je pense qu'il va y avoir des questions. Oui, absolument, il y a des questions. Alors, on va commencer par les notes et les attendus. Est-ce qu'il y a des attendus à l'entrée de M1, comme par exemple avoir lu certaines lectures de classiques féministes? Alors non, d'abord parce que ce serait compliqué de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il est absolument nécessaire. Mais par contre, ce qu'on va regarder, nous, on n'a pas notre liste, genre si vous n'avez pas lu Simone de Beauvoir, c'est fini, on ne vous prend pas. Par contre, dans votre CV, on doit voir qu'il y a un vrai intérêt. On doit voir qu'il y a des lectures qui ont été faites, il y a du travail de terrain qui a été fait. C'est-à-dire que la question des études de genre, elle fait déjà partie de votre quotidien et vous avez déjà commencé la réflexion. Donc, ce n'est pas une liste de lecture théorique nécessairement, mais par exemple, on va le voir de toute manière dans votre CV, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Souvent, si les études de genre vous intéressent, il y a des choses dans votre CV qui sont liées aux études de genre. Vous avez peut-être été bénévole ici ou là. Et puis, on va le voir dans votre projet de recherche. Là, on va voir. Qu'est-ce que vous avez lu? Vous avez peut-être pas lu Simone de Beauvoir ou Donna Haraway, mais vous avez peut-être lu autre chose. Voilà, il y a tellement de lectures possibles. Donc, pas de liste spécifique, mais évidemment, votre connaissance de l'aspect des études de genre qui vous intéresse, elle doit être visible. Sur les notes, notamment, en fait, pour ceux qui ont eu leur bac il y a un petit moment, voire dans les années 80, est-ce que c'est quand même pertinent de mettre les notes du bac? Bon, de Ou toute si, manière, on les demande. Voilà, D'accord. on les demande. Donc voilà, nous, on les a. Mais évidemment, lorsqu'on est en situation de formation continue, on va plutôt aller regarder
eh bien, quels ont été les emplois de cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait, quel est son parcours, quels étaient finalement la première partie de vie, quels étaient les diplômes et comment le projet en études de genre vient se raccrocher. Est-ce que c'est un changement complet? Est-ce que c'est un ajout supplémentaire? Donc évidemment, on va pas se baser sur votre note de bac, mais même si vous candidatez après la L3, on va pas se baser uniquement sur vos notes de bac qui étaient quand même il y a moins longtemps que les années 80, mais c'était quand même il y a 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Donc les notes, c'est indicatif. À nouveau, c'est le CV et la lettre de motivation et le projet de recherche. C'est vraiment ça qui nous disent quelque chose sur vous. Et à ce propos, c'est la lettre de motivation qui doit faire 800 mots ou la présentation du projet de recherche? Alors, je reviens sur mon document. La lettre de motivation, c'est 400 à 800 mots. Et le projet de recherche, c'est 800 mots. Est-ce qu'on est obligé de contacter au préalable un directeur ou une directrice de mémoire? C'est beaucoup mieux. Est-ce que cette personne doit absolument faire partie de la liste des intervenants ou est-ce qu'on peut choisir quelqu'un d'extérieur? Alors, cette personne doit absolument faire partie d'une des 5 universités du master. Après, si c'est quelqu'un qui est spécialiste des études de genre, mais qui n'est pas sur la liste parce que pour X raisons, cette personne n'intervient pas dans le master, ça peut fonctionner, on prend contact avec elle, voilà, on s'assure que c'est OK. Mais il faut quand même que ce soit une personne d'une des 5 universités. Alors, il y a quelqu'un là qui a beaucoup d'idées pour le thème de son mémoire et du coup, vous lui conseillez quand même de prendre attache avec les enseignants, enseignantes susceptibles de l'encadrer pour faire un choix, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et le choix, il peut être dicté aussi par le fait que, par exemple, vous avez contacté 2 directrices, il y a une personne qui dit oui, l'autre personne qui dit non. Bon, bah voilà, ça peut être le choix. Vous avez contacté 2 personnes qui vous ont dit oui, il y en a une, vous sentiez que ça passait bien le courant, l'autre, ça passait pas. Voilà, vous choisissez. C'est pareil, le domaine de la recherche aussi, parfois, c'est des portes qui s'ouvrent à un moment et on va vers là, et voilà. Donc, vous pouvez aussi, si c'est un peu flou dans votre tête de votre projet, vous allez regarder la spécialité des personnes sur la liste et il y en a peut-être une, vous allez vous dire, ah mais ouais, en fait, je pensais faire ça, mais ça m'intéresse vraiment. Et puis, vous pouvez aussi justement discuter avec cette personne et la personne va vous aider à affiner votre projet. On sait bien que là, c'est un premier projet que vous nous présentez. Ça va s'affiner énormément ensuite au fur et à mesure du master. Mais on présente qu'un projet parce qu'il y a quelqu'un qui a deux projets On ne présente qu'un et, projet. et qui pensait en fonction de l'évolution présenter les deux puis choisir après. Non, il faut faire un Ah, choix avant. il faut faire un choix avant. D'où l'importance de contacter en fait les Les enseignants au directrices. préalable, Voilà. les directeurs, directrices au Ouais, préalable. exactement. Euh, je regarde en même temps. Alors après, c'est plus du pratico-pratique. Mhm. Est-ce qu'un certificat médical suffit à justifier la volonté de faire le master en 2 ans? Le M1 en 2 ans, Alors, si vous voulez faire le M1 en 2 ans pour des questions de santé. pour des Ouais. questions de santé, dans ce cas-là, en général, pour ce type d'aménagement, on conseille de prendre euh, euh, contact avec le service de santé ou le relais handicap. Et parce que de toute manière, si vous avez une problématique de santé, ça va impacter peut-être plusieurs choses dans votre implication dans le master. Ça peut vouloir dire que vous avez besoin de dispense ou pour certains cours, voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous allez être accompagné aussi là-dessus. Et donc, ce n'est pas seulement un certificat médical, c'est qu'il faut prendre contact soit avec le service de santé universitaire, soit avec le relais handicap. Et là, vous avez un vrai accompagnement qui va avoir lieu. On a aussi la collègue qui s'occupe des aménagements. Donc à nouveau, ça veut dire que dès que vous êtes accepté, hop, vous contactez cette collègue, dont je ne vous donne pas le mail maintenant parce que c'est après l'inscription
après l'acceptation qu'on la contacte. Mais voilà, cette collègue, en fait, son rôle au service des aménagements d'études, c'est de vous accompagner tout au long de vos études et de faire que tout fonctionne bien pour vous. Donc, si vous avez une problématique de santé, Madame Gagnereau sera une de vos interlocutrices. Je viens de mettre les coordonnées Du du service service de de santé santé. universitaire Super. et du Et relais moi, handicap dans le chat. parfait. Les dates Merci pour beaucoup. candidater en M1 sont-elles les mêmes pour les personnes qui sont sorties du milieu universitaire? Oui, tout à fait. C'est pour ça que là, c'est une bonne idée de contacter Marie-Laure Bagnot, justement pour qu'elle vous accompagne jusqu'au dépôt de votre candidature. Pourquoi est-ce que vous demandez le contrat de travail en cours? Bah, pour être au clair sur votre situation administrative et notamment sur vos frais d'inscription. Voilà, en fait, c'est pour permettre de savoir dans quelle catégorie vous êtes, quoi. Ouais, Romuald est très embêté avec son bac en 1987. Il a perdu son d'accord. relevé de notes. Ok, et perdu et zéro moyen de le trouver? Peut-être contacter le lycée d'origine, qui peut Voilà. en avoir regardé une copie, quoi. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez essayé de les contacter. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est contacter ma collègue à la scolarité, Hélène Mallard, puisque elle va vérifier que les dossiers sont complets. Donc, vous vérifiez avec elle que c'est pas bloquant. A priori, je pense pas que ce soit bloquant, mais si ça se trouve administrativement pour elle, elle va quand même avoir besoin d'une pièce dans son dossier. Donc voilà, vérifiez qu'est-ce que vous pouvez donner comme document si vous n'avez pas ce relevé. Alors, je remets l'adresse mail de Hélène Oui, Mallard merci. parce qu'il y avait une petite coquille dans le mail que vous Parfait. avez donné. Merci C'est-à-dire qu'il beaucoup. manquait le dernier E d'Hélène Mallard. C'est très bien. Rien de grave. Mais ne vous faites pas avoir si vous voulez lui écrire. Oui, mais vraiment, si vous avez un doute sur une pièce manquante, des fois, ça peut bloquer au niveau de l'administration, alors que si vous la contactez, elle va trouver avec vous une solution. Donc, Elle va recevoir 50 mails là, dans l'après-midi, elle va pas comprendre ce qui lui arrive. ouais, elle va pas me remercier, je lui devrais un café. D'accord. Je regarde en même temps. Alors, le contrat de travail, on en a parlé. Ça, on en a discuté. Alors, Aurélie me demande que peut-on mettre dans l'attestation d'engagement étudiant si on est adulte, entre guillemets, et qu'on a fait la licence à distance. Et qu'on a fait la La licence licence à distance. à distance. Eh bien, est-ce que vous avez eu des expériences de bénévolat ou d'engagement? Voilà, si vous n'avez pas d'attestation, il va falloir mettre dans le CV et puis expliquer aussi dans votre lettre de motivation. Toc, toc, toc. Je le dis en même Ah ben, temps. je suis pas sûre. Est-ce que ça tombe encore? Si on a déjà trouvé un lieu de stage pour le M1, on peut Bravo. bravo. Peut-on le préciser dans la lettre de motivation? Ça me Bien semble sûr, une bien bonne sûr. idée. Bah oui, très bien. Ouais. Donc voilà. Tout ce qui peut, vraiment tout ce qui peut nous montrer que c'est du sérieux, c'est du concret. Pour vous, c'est déjà organisé, vous avez presque votre emploi du temps, vous avez déjà prévu les babysitters tel jour pour gérer les enfants, vous vous êtes mis à 50% dans votre travail pour dégager du temps. Bref, tout ce qui montre que vous avez, justement, on parlait de pratico-pratique, tout ce qui montre que très concrètement, que voilà, c'est pas un rêve de faire un master études sur le genre, c'est un projet concret, réalisable, dont vous avez vu les tenants et les aboutissants. Vous savez que, ok, va y avoir des révisions à la fin du semestre, il y a des examens, je prévois mon temps de révision. Donc ça veut dire, bah voilà, si j'ai des enfants, je les envoie en vacances dans la famille. Euh, voilà, tous, vous n'allez pas nous dire ça évidemment, mais tout ce qui nous fait sentir, donnez pas les certificats des grands-parents, s'il vous plaît, mais tout ce qui nous fait sentir que pour vous, c'est très concret et vous voyez comment vous allez l'organiser sans vous mettre dans le rouge. Voilà, ça c'est très très important de ne pas se mettre dans le rouge parce que c'est là qu'on pourrait commencer à décrocher.
voilà, et on vous suit, hein. Je veux dire, si vous tombez dans le rouge, de toute manière, on vous suit, on vous laisse jamais dans la nature. Voilà, mais tout ce qui nous montre que le projet pour vous, il est concret et il va marcher, et bah du coup, on lit ça et on se dit, bah oui, cette personne, c'est bon, on y voit. Et ça, c'est ce qui va faire la différence dans votre candidature, en fait, la précision de votre candidature. Est-ce que c'est pénalisant s'il y a une différence entre la licence qu'on a fait et le projet de recherche qu'on porte? Par exemple, si on sort d'une licence de lettres et qu'on souhaite s'orienter vers un mémoire qui est plus à tendance sociologique. Non, c'est pas pénalisant. Euh, Pas du tout, hein, puisqu'on sait très bien que bah, dans une licence, on suit les cours qu'on nous donne. Je vous disais tout à l'heure, on sort de la licence, on est étudiant, on sort du master, on est chercheur. Donc dans une licence, on fait ce qu'on nous dit de faire, et puis le master, c'est le premier moment où on va commencer à aller vers là où on a envie. Donc peut-être que vous aviez déjà cette envie sociologique pendant que vous faisiez votre licence de lettres. Bah voilà, vous allez nous la montrer dans votre candidature, mais montrez-nous aussi dans votre bibliographie que vous avez commencé à vous renseigner sur qu'est-ce que c'était la sociologie, quelles étaient voilà, les lectures qu'il fallait faire, quelles étaient les méthodologies. Mais on a des sociologues dans le master qui vont vous accompagner. Alors, il y a plusieurs questions concernant le M1. Si on le fait en 2 ans, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'articule entre la première et la deuxième année? Est-ce qu'on doit on doit commencer par certains modules? Oui, Comment, alors comment- la première année, c'est donc les modules de cours, les modules disciplinaires. Donc voilà, très traditionnel avec une thématique et puis l'examen sur la thématique. La deuxième année, ce sont les modules de méthodologie de la recherche et le mémoire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'organise. Alors après, s'il y a un module disciplinaire que vous n'avez pas réussi à passer la première année et que vous le passez la deuxième année, c'est pas très grave. Mais pour vous, dans votre tête, ça vous permet de vous dire, OK, la première année, j'apprends toute la théorie, en gros, euh, tout en ayant un petit peu dans la tête le mémoire, mais je travaille pas trop le mémoire. Et la deuxième année, je fais vraiment la partie recherche. Voilà. En partie recherche et stage. Et stage, le stage, vous pouvez faire indifféremment la première et la deuxième année si vous êtes sur 2 ans. D'accord. Et j'envisage de faire la même chose pour le Master 2, sauf que ma situation personnelle change. Est-ce que finalement, si j'étais parti sur un cursus en 3 ou 4 ans, eh ben, je peux accélérer et Oui, faire bien sûr. mon M2 en 1 an? De Donc toute ça, c'est... manière, c'est au début de l'année que vous allez dire si vous voulez le faire en 2 ans. Donc, vous faites le M1 en 2 ans. À la fin du M1, votre situation fait que vous pouvez faire le M2 en 1 an. Bah, vous le faites en 1 an. On n'a pas un contrat. Si vous êtes accepté en M1 en 2 ans, on n'a pas un contrat que vous allez faire en 4 ans. C'est vraiment à vous de déterminer. D'accord. J'ai deux petites encore séries de questions, notamment sur les anciens étudiants. Est-ce que c'est possible, est-ce qu'on trouve quelque part les travaux des anciens et anciennes étudiants? Alors, ils sont pas accessibles. Justement, on est en train de travailler là-dessus, sur le fait de faire une. Oui, voilà, on travaille là-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai répondu dans le chat. Il est notamment possible de s'en faire une idée via la présentation du mémoire qui a remporté le prix de l'Institut du genre cette année et qui sera présenté dans le cadre du mois du genre le 11 mars. Vous avez Voilà, tout à fait. Oui, c'est très bien. Comme ça vous donne une idée un petit peu de ce qui de est fait. quel genre de... alors, même si là, c'est très, très spécifique, si vous allez voir dans les replays du mois du genre, il y a différents exemples qui sont donnés justement de gens qui ont gagné ce prix de l'Institut du genre et qui ont présenté leur mémoire ces dernières années avec des thèmes assez variés, quoi. Après, Euh, si je comprends votre envie hein, de voir des mémoires pour voir comment ils sont faits, si la question porte sur la diversité potentielle des sujets qu'on peut couvrir, en tout cas, on couvre tout le spectre des études de genre. Et comme c'est quand même un domaine de recherche qui est encore jeune et en expansion, vous pouvez vous sentir très libre aussi dans ce que vous allez proposer parce qu'on a tellement de thématiques à explorer
que vous pouvez y aller, hein. Il y a vraiment beaucoup de propositions à faire. Ensuite, si vous êtes accepté, vous pouvez aussi, dans la discussion avec votre directrice, qui peut dire, ah bah tiens, telle année, il y a eu telle personne qui a travaillé là-dessus, ça pourrait être utile. Là, on peut vous mettre en contact avec l'ancien ou l'ancienne étudiante qui peut vous discuter avec vous, vous envoyer ses travaux, enfin voilà, mais ça se fait plus de façon en discussion, de façon informelle en fait. Ils ne sont Et pas top secrets. on sait ce que sont devenus les anciens étudiants ou étudiantes? Alors oui, là, donc on a une partie qui part vers le doctorat, hein, qui continue dans le monde de la recherche. Et puis sinon, la plupart, ce sont des personnes qui vont trouver des postes de chargé de mission égalité dans le privé ou dans le public, voilà, ou qui vont aller travailler sur les structures. Bah, notamment, on parlait des structures où on pouvait faire des stages, hein. Donc tout ce qui est lié autour des violences ou du planning familial, enfin j'en ai reparlé tout à l'heure, des thématiques LGBT, et bien du coup, ça va être là qu'on va trouver souvent le stage aussi, va nous entraîner vers un type de poste. En tout cas, ils travaillent dans ces domaines, ouais. Et vous parliez du doctorat, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique pour ceux qui envisageraient de faire une thèse par la suite? Est-ce qu'en M2, on commence déjà à les accompagner pour ceux qui ont ce souhait-là? Oui, alors ça, c'est vraiment le travail du directeur ou de la directrice. Et j'ai vu passer une question, hein. Je rappelle que la liste, peut-être vous l'avez mis dans le chat, Cédric, que la liste des directeurs et directrices sont à la fin de la brochure. Donc, vous regardez dans la brochure, vous les trouverez. Donc, nous, si en M2, on accompagne une personne qui exprime le souhait d'aller vers le doctorat, bah déjà, on va avoir une discussion avec cette personne pour voir si nous aussi, on pense que la personne est prête pour le doctorat. Et puis, à partir du moment où c'est un projet sur lequel tout le monde est d'accord, oui, nous, on va les accompagner pour trouver un directeur, une directrice de thèse, par exemple. Là, pour le coup, pour la thèse, on peut aller chercher partout en France. On va les accompagner s'il y a des dossiers à faire. Enfin, voilà, là, vraiment, en général, le directeur ou la directrice a à cœur de suivre la personne pour l'encourager dans son projet. On a aussi euh, le prix, euh, le prix de master du groupe de recherche donc, sur le genre dont vous parliez, Cédric, à l'instant. Chaque année, donc ça, c'est un prix qui est renommé et qui permet justement à des personnes qui ont eu leur master 2, si elles ont ce prix-là, voilà, ça va leur permettre derrière d'aller plus facilement vers le monde de la recherche ou vers la thèse. Et chaque année, nous proposons des anciens masterisants et nous avons quand même sur les années passées beaucoup eu de prix. Donc ça aussi, c'est une façon d'accompagner les étudiants et les étudiantes vers leur suite du projet si le projet, c'est la thèse. Très bien. Et on va attaquer maintenant à présent les questions orales pour ceux qui en auraient. Juste une dernière question. Je fais mon mémoire de première année sur un thème et j'ai envie de changer en deuxième année. C'est gênant? C'est faisable? C'est faisable. C'est dommage. Euh, c'est dommage parce que tout le travail qui aura été fait en première année, si vraiment vous changez complètement, il va être, en tout cas, il va pas pouvoir être vraiment mobilisé en deuxième année. Donc c'est quand même assez rare. Par contre, ce qui se passe assez souvent, donc c'est possible, hein. C'est rare, mais souvent il y a une inflexion. C'est-à-dire, j'aurais fait un M1 peut-être un peu plus général et il y a une thématique très précise qui tout à coup m'a frappée. Je vais prendre cette thématique précise et je vais l'étudier en M2. C'est plutôt ça qui va se passer. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes sujets, c'est vraiment, on affine le sujet entre le M1 et le M2. Et à contrario, si j'ai commencé à faire des recherches en licence sur un thème, je peux le poursuivre en M1, voire en M2. Bah, vous le mettez dans votre projet de M1 et c'est très bien puisque du coup, vous avez déjà une base solide. De même, si vous avez une expérience professionnelle dans un domaine et que votre sujet de M1 de recherche a lien avec cette expérience, bah, c'est très bien. Ça prolonge, vous avez déjà fait une partie du boulot. Donc, c'est vrai que j'encourage à s'appuyer sur ce que vous auriez déjà vécu avant. Oui.
On va passer aux questions orales. Vous pouvez vous servir du bouton lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Euh, Si on veut faire le M1 en 2 ans pour des contraintes familiales, on indique simplement ça. De toute manière, l'aménagement se fait avec une discussion avec moi-même, la responsable d'année et la responsable du service aménagement. Donc, il faudra juste nous expliquer la situation. Et puis voilà, il y a quand même et beaucoup d'étudiants dans ce master qui sont des étudiants qui ont des situations personnelles, des familles. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'on a un public, bon, c'est un master, donc on a un public plus âgé. Donc c'est quand même une situation extrêmement courante, hein. Récemment, on a eu une personne qui venait d'avoir un bébé. Bon, bah, il y a un semestre, la personne n'a pas pu travailler. Oui, bon, bah, ça c'est assez évident. Donc voilà, c'est vraiment toujours une discussion. On a à chaque fois des responsables d'année. Donc en plus de moi, on a trois responsables. Et à chaque fois, on discute, on voit avec la personne des aménagements et on est assez souple là-dessus, puisqu'évidemment, ça fait partie aussi des études de genre, de prendre en compte la réalité de la vie des gens. Oui, parce qu'il y avait une question justement sur un accouchement qui tombe au moment de la rentrée. Euh, il y a moyen de s'arranger. Enfin, Ah bah, vous venez avec le voilà. bébé. Oui, évidemment, il y a moyen de Et s'arranger. si on n'est pas prêt cette année, a Et ben, on priori, il y candidate aura. l'année prochaine. Voilà. C'est toujours les mêmes dates. Donc, voilà, vous pouvez aussi candidater cette année pour avoir fait circuler votre dossier ou voilà, ou prendre déjà contact avec un directeur, une directrice en disant bah c'est plutôt pour l'année prochaine, mais voilà. Mais en effet, c'est tous les années à la même période. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, enfin, auxquelles Nolwenn Mingan n'aurait pas répondu? Euh, Avec votre aide quand même, Cédric. Merci. alors, dans la plaquette informative, il est question d'échange Erasmus. C'est Oui, possible de alors partir en. c'est possible. Alors là, c'est vraiment au cas par cas, puisqu'on n'a pas d'échange spécifique dédié au master études de genre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part sur les échanges qui existent déjà dans nos universités. Donc, par exemple, on peut partir, là, il y a une étudiante qui part au Canada parce que c'est un échange qui existe à l'université d'Angers. Et donc, on candidate sur une place de cet échange existant. Donc là, vraiment, c'est moi qui m'en occupe et c'est vraiment un projet qu'on construit avec la personne. Et puis, je soutiens la personne dans ses démarches auprès des relations internationales. Et donc, on peut profiter des échanges des 5 universités partenaires. Et donc, suivant les universités, c'est vrai que si vous avez, voilà, si vous êtes accepté et que vous avez un projet de partir à l'étranger, là, il faut me contacter dès septembre, venir me voir à la journée de rentrée. Et puis, oui, voilà, ça veut dire partir au moment du M2. Je viens de voir passer la question. Euh, et donc, dans ce cas-là, on construit le projet ensemble. Il y a Eden, dont j'ai oublié l'une des questions. Il souhaite intervenir. Vous avez la parole. Bonjour. Euh, Merci, bonjour. Bonjour. Merci déjà pour tout parce que ça enlève beaucoup de problèmes dans ma tête. Bon, bah, parfait Et alors. donc c'est vraiment trop cool. Mais moi j'ai une problématique peut-être un peu plus précise, c'est que D'accord. actuellement du coup il y a une mobilisation dans plusieurs facultés en France contre les budgets qui sont passés en 49.3 je crois. Et du coup il y a des mobilisations, ce qui fait que bah, depuis un mois, moi c'est blocus dans ma faculté. Et donc, pas du tout de cours. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer pour les modalités d'évaluation. Euh, du coup, je ne sais pas trop à quel point je vais avoir un semestre. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va pas passer? Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, Est-ce que ça va avoir un impact certain sur ma candidature? Ou il y a des possibilités de voir autrement si jamais ça dure plus longtemps ou si jamais juste on nous donne bah, zéro résultat ou si on... Enfin, je pense pas qu'ils nous donneront zéro résultat, mais ça me fait un petit peu paniquer en quelque sorte parce que bah, je travaille pour avoir ce master donc j'aimerais beaucoup l'avoir quoi. Du coup voilà. Alors, je comprends, j'entends, hein, j'entends votre inquiétude. Donc, nous, de toute manière, là, on va prendre nos décisions
basées sur les informations que vous nous donnez maintenant, donc qui sont des informations obtenues avant le blocage. Donc déjà, nous, dans notre décision, ça ne sera pas pris en compte, ce que vous vivez actuellement. La seule inquiétude, en effet, c'est de se dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a blocage et que je n'ai pas ma L3, voilà. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Là, c'est-à-dire que dans mon expérience, dans toutes les situations de blocage universitaire, les enseignants se sont toujours débrouillés pour que les étudiants et les étudiantes puissent obtenir leur diplôme et continuer leur parcours universitaire. Est-ce que ça vous rassure un peu? En même temps, il fallait Oui, choisir oui, Angers totalement. aussi. Merci beaucoup. Pardon. Fallait choisir, oui, Vous seriez venu à Angers, vous n'auriez pas ce problème, pour l'instant, pour pour l'instant. l'instant. Mais donc, Euh, voilà, vraiment, enfin, vraiment, ça n'arrive jamais, jamais, jamais que dans un mouvement universitaire, les étudiants ne puissent pas poursuivre leur chemin. je crois que c'est Aurélie qui avait levé la main, la première. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir, parce que moi, donc j'ai fait ma licence de sociologie à distance, et ça m'a beaucoup manqué qu'on n'ait pas du tout de terrain. Et je me demandais si, bon, c'est sûrement à travers le stage, je me dis là, mais parce que vous parliez d'emploi comme chargé de mission égalité, est-ce que par exemple, il pourrait y avoir des chargés d'enquête comme emploi à l'issue de ce master? Oui, sur la fin. On va voir la méthodologie d'enquête, on va revoir. Oui, exactement. On a beaucoup de collègues qui interviennent en sociologie et du coup, je vous encourage à chercher une directrice en sociologie. Votre stage va vous aider et j'imagine que dans ce cas-là, avec mes collègues, vous chercherez un stage qui a un lien avec votre mémoire. Idéalement, hein, on est de façon à ce que vous puissiez faire vos terrains pendant votre stage. Ouais. Mais si ce n'est pas le cas, bah, il faudra trouver des terrains en dehors de votre stage. Mais en fait, si pour vous, là, vous me dites ce qui me manque, c'est de faire du terrain, et ben, vous choisissez un sujet de mémoire qui demande du terrain, vous réfléchissez dès maintenant quelles sont vos possibilités, et puis vous trouvez quelqu'un qui est sociologue pour vous accompagner et vous y allez. Que ça soit dans le stage ou en dehors du stage. Dans le stage ou en dehors du stage. Parce qu'évidemment, la situation idéale d'avoir un stage en lien avec son mémoire de master, c'est pas toujours là. Donc, et puis, on n'est jamais à l'abri, enfin, je vais être oiseau de malheur, mais parfois on a un stage et puis peu de temps avant, on nous dit, ben non, c'est plus possible. Donc, vous pouvez aussi décider de prévoir des terrains séparés du stage pour être vraiment tranquille, pour savoir vos terrains, vous pourrez les faire quoi qu'il arrive. Mais ça, je vous encourage à contacter mes collègues sociologues sur la liste pour voir ça avec eux. Ok. Avant de passer la parole à Anna, et pour rester dans les temps, puisqu'il nous reste 7 minutes, on a parlé des gens, des profils qui pouvaient être acceptés en Master 1. Est-ce que les professionnels de santé en font partie? Oui, tout à fait. On a souvent des professionnels de santé qui nous rejoignent, particulièrement si c'est des personnes qui ont une expérience justement professionnelle dans un domaine en lien avec les études de genre. Oui, ça arrive souvent. Ouais. Anna, Dans ce bonjour. cas-là, il faut pardon. contacter, Madame Mallard pour les équivalences. Voilà, décidément. Anna, bonjour. La Voilà. parole est à vous. Merci beaucoup, bonjour. Alors oui, justement, moi je suis professionnelle de santé, je suis sage-femme et donc ce projet-là, il me tient assez à cœur. J'ai déjà pris contact avec Madame Bagnot pour cette histoire de formation continue, sauf que maintenant j'ai un doute sur les dates de candidature, si je dois candidater sur mon master ou sur Campus France, et c'est quand même 10 jours, donc 10 précieuses journées de différence. Je suis d'origine allemande, mais j'ai un bac français, mais j'ai mon diplôme d'état allemand, mais j'exerce en France, puisque je suis donc du coup franco-allemande. Alors, je candidate où? Je fais quoi? Puisque vous êtes allemande, vous êtes une étudiante communautaire. Et donc, dans ce cas-là, c'est uniquement mon master. Campus France, c'est pour les étudiants extra-communautaires. Voilà, donc la date, c'est bien le 24 mars pour les étudiants français ou communautaires. Ouf, merci. Merci beaucoup. Eh bien voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori non. Je vous remercie, Nolwenn Mingan.
Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous le 11 mars pour la présentation du mémoire qui a remporté le prix de l'Institut du genre. C'est une enquête qui a été réalisée par Aurélie Muscat-Phillips sur l'examen gynécologique en Côte d'Ivoire. Merci à tous les participants. J'ai hâte de lire vos projets. Bonne chance pour vos candidatures. Au revoir, Merci, bonne au journée revoir. à tous.